Alors, bonjour, chers étudiants. Nous allons voir aujourd'hui le chapitre 1. On a déjà vu l'introduction au dernier cours et maintenant on va examiner le chapitre 1. Chapitre 1 qui porte sur le premier idéal de la vie philosophique qu'on appelle la véracité. Okay? On va voir un petit peu plus loin que la véracité puis l'authenticité, c'est pas deux choses exactement pareilles, mais pour atteindre l'authenticité, il faut d'abord viser l'authenticité. On pourrait dire que la véracité, c'est vraiment le premier principe de la vie philosophique. Okay? Et ça consiste à chercher sérieusement la vérité. Donc, tout le chapitre 1 va porter sur cet idéal-là de véracité pour essayer d'en comprendre la signification et les conditions. Okay? Donc, si on parle de la véracité, bien sûr, on va parler de rechercher comme tel la vérité dans notre existence, dans notre vie, essayer d'être vrai, si on peut dire. Maintenant, la véracité et la vérité, c'est ces deux mots, et c'est pas tout à fait pour rien que ces deux mots. Okay? Lorsqu'on parle de la vérité, c'est un concept qui est un petit peu plus large, c'est-à-dire que la vérité comme telle, la connaissance de la vérité, un discours est vrai lorsqu'il correspond, on pourrait dire, au monde, aux faits, tout ça. Il y a une question de correspondance entre, disons, le discours et le monde. C'est la vérité. Maintenant, lorsqu'on recherche la vérité dans la vie philosophique, bien évidemment, on veut connaître la réalité telle qu'elle est, mais cette réalité-là, ben, rapidement, on se rend compte qu'elle implique nous-mêmes aussi, d'abord et avant tout. Hein? C'est-à-dire que d'une certaine façon, la réalité qu'on a à connaître, elle implique le sujet connaissant, c'est-à-dire nous, comme êtres qui existons. Et donc, la connaissance de la réalité, ben, c'est aussi la connaissance de soi-même. Et lorsqu'on parle de la véracité, on ne parle pas simplement de la connaissance d'une vérité qui serait extérieure à notre subjectivité, un peu comme chez Descartes, là, qui veut connaître le vrai du monde, etc., mais aussi en grande partie la vérité à propos de soi. Et donc, on arrive à la question, qui suis-je? Et ce que l'on recherche dans la véracité, c'est pas simplement de dire le vrai, mais d'être vrai. Okay? Non seulement de connaître le vrai, mais être vrai. Okay? Donc, tout ça, ça va expliquer, ça va exiger une sorte de recherche de transparence face à soi-même, c'est-à-dire savoir clairement qui nous sommes comme personne pour être vrai, pour être vraiment soi-même, n'est-ce pas? Mais très rapidement, dans cette recherche-là, nous sommes confrontés à ce qu'on pourrait appeler le mystère de notre condition humaine. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à rechercher qui nous sommes, à vouloir connaître qui nous sommes vraiment et à vouloir être vrai, on est très rapidement confronté au mystère comme tel de notre propre identité, au cœur même de notre propre identité. Et donc, lorsqu'on va essayer de tendre vers la véracité dans notre vie, qui est, comme je vous l'ai dit, le principe premier de la vie philosophique, ben, il va falloir qu'on ait un petit peu une sorte d'humilité. Et la première humilité qu'on pourrait avoir, c'est celle que Descartes nous a donnée, c'est-à-dire de reconnaître qu'on se trompe souvent et qu'on peut se tromper. Okay? Et donc, ça, c'est la reconnaissance de notre propre ignorance. Mais bien après Descartes, au 19e siècle en particulier, on a réalisé bien d'autres choses aussi. C'est que les gens, ils peuvent se raconter des histoires, là, hein? C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il est possible pour l'être humain de ne pas être lui-même comme tel. Hein? De ne pas être lui-même et de l'ignorer qu'il n'est pas lui-même jusqu'à un certain point. Et comment cela est-il possible? C'est que la façon qu'on a de concevoir nous-mêmes et le monde dépend largement de l'histoire, comme notre histoire personnelle, par exemple le rapport à nos parents, quelles sont les expériences qu'on a eues dans la vie, mais aussi l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire où est-ce qu'on est arrivé dans l'histoire. Bon, par exemple, on pense comme des modernes aujourd'hui. Et souvent, on n'est pas conscient de tous ces déterminismes-là. Hein? C'est-à-dire que la façon dont on se conçoit, on croit qu'on est libre, mettons, mais en réalité, c'est le fruit de beaucoup de déterminismes qui viennent du passé. Du passé de l'humanité, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est dans l'histoire, donc collective,
mais de notre propre pensée. Donc, on est peut-être des fois un petit peu plus qu'on voudrait le croire, le résultat de causes comme telles. Et là, lorsqu'on veut comprendre qui nous sommes, ben, il faut un petit peu mettre en lumière ces déterminismes-là. OK? Ce qui va supposer, disons, une posture où face au réel, face à soi-même, face à ses propres convictions, on se tient un peu dans le principe cartésien du doute, hein, d'un doute toujours renouvelé. OK? Maintenant, lorsqu'on veut découvrir la vérité sur le monde, ça va demander non seulement le doute, parce que le doute, c'est un peu un point de départ de la recherche, mais ce n'est pas le point d'arrivée, n'est-ce pas? On va entrer dans un dialogue. Un dialogue avec soi, qu'on appelle la réflexion, n'est-ce pas? Mais aussi un dialogue avec autrui, puis une façon aussi de se cultiver, hein, d'entrer en dialogue avec les penseurs de l'histoire, par exemple, ou avec toutes les personnes qui ont réfléchi et qui nous ont précédés. OK? Et donc, lorsqu'on veut être vrai, ben c'est une tâche incessante. Et il y a peut-être des gens qui croient que la véracité est spontanée. On a juste à être spontanément comme on est, et là, on va être vrai. Et ces gens-là, ils ignorent une chose, c'est que leur conscience, même d'eux-mêmes, est en grande partie le résultat de leur histoire personnelle. Et ils n'ont pas assez de soupçons face à eux-mêmes. Okay? Donc, il y a tout un travail à faire, un travail incessant d'interprétation, de tentative de compréhension de soi et du monde. Et une fois qu'on a compris le monde, ben, il faut s'y tenir par un acte de fidélité. Et là, on est dans la voie de la véracité. OK? Et soit dit en passant, ben, je ne sais pas si vous reconnaissez Nietzsche, mais cette idée-là d'interpréter, d'essayer de comprendre le monde et de se tenir dans cette interprétation-là par la parole donnée à soi-même, donc la fidélité, ben, ça vient de Nietzsche, hein, c'est concordant. Donc, on peut déjà dire que la véracité, hein, c'est une finalité qui va... La première finalité de la vie philosophique. Ce n'est pas la dernière. C'est le point de départ, hein, d'une certaine façon. Chercher à être vrai. Donc, faire un acte d'interprétation du monde, essayer d'être fidèle à soi, avoir un certain doute, dialoguer avec autrui et tout ça. Dans le chapitre sur la véracité, toutes les sections, elles nous mènent à comprendre cet idéal-là. Qu'est-ce que c'est que la véracité pour l'être humain? Okay? Et c'est ce qu'on va comprendre dans le chapitre 1. Okay? La première section du chapitre 1, okay, c'est une section, hein, à propos des erreurs extrêmement fréquentes qu'on fait à propos de la véracité. Comment les gens peuvent se tromper. Et ces deux erreurs-là sont importantes dans la mesure où si on fait ces erreurs-là, déjà, on part sur des mauvaises bases, on pourrait dire. Okay? Parce que c'est quand même là, des erreurs un peu fondamentales, si on peut dire, de raisonnement. Okay? Et ce sont des erreurs très répandues, soit dit en passant. Je suis certain qu'il y a parmi vous des gens qui font cette erreur-là de raisonnement lorsque on parle d'être vrai. Okay? Et les erreurs, donc, au fond, sont par rapport à la question, mais comment une existence peut-elle être vraie? Comment puis-je être vrai, moi, dans ma vie? Okay? La première erreur, c'est de confondre la véracité avec une vérité qui serait comme mathématique. Hein? Une vérité qui serait objectivement pure. Hein? Donc, d'arriver, de croire que la vérité de l'existence, ça pourrait être une vérité qui serait semblable à une vérité mathématique, par exemple. Okay? Et là, ben, c'est une erreur assez grave quand même. Parce que la véracité ne ressemble pas à une vérité mathématique ou à une vérité, par exemple, des sciences pures, là, des sciences de la nature. C'est un type de vérité qui est différent. Okay? On va voir quel est ce type de vérité-là. Okay? La deuxième erreur, elle est comme l'opposé. Okay? Ça serait de croire que la véracité est purement subjective. Être vrai, c'est la spontanéité même, quoi. Chacun aurait une façon totalement inédite d'être vrai. Donc, chacun aurait sa propre façon
et qu'il y aurait, dans le fond, pas de bonne façon. Chacun serait comme il est, puis tout le monde serait très différent. Hein. Vous savez, dans l'ère de la diversité, on a tendance peut-être à croire ça. Ce qu'il y a de commun dans les deux erreurs, c'est premièrement la conclusion. C'est-à-dire que dans le premier cas, on dit, ben, comme d'une certaine façon, c'est impossible d'avoir une réponse de qu'est-ce qu'une existence qui peut être vraie. Parce que dans un premier cas, on dit, bon, on ne peut pas avoir de vérification expérimentale, sûre, objective et neutre. Donc, il n'y a pas de vérité à propos de ça. Donc, pourquoi rechercher à être vrai? Deuxième erreur, ça serait tout simplement de dire, ben là, vu que chacun a sa façon d'être vrai, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là. Hein? Chacun peut être tel qu'il est, il suit son destin, etc. Puis c'est une question de préférence. Donc, la conclusion est la même. Et l'erreur est aussi la même à la base. L'erreur à la base de ces deux erreurs-là, c'est d'oublier la liberté. Okay? D'oublier la notion de liberté, d'oublier de comprendre ce qu'est la liberté. D'essayer de comprendre ce qu'est la liberté. La liberté, c'est pas n'importe quoi, là. Okay? Donc, quand on parle de la véracité, être vrai, ça va signifier un peu être vraiment libre, d'une certaine façon. On va le voir pour un être humain. Et être vraiment libre, ben, ça suppose certaines choses, qu'on va voir d'ailleurs dans ce chapitre. OK? Donc, la solution pour éviter ces deux erreurs-là, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que ça signifie véritablement pour un être humain d'être libre. OK? Se comprendre soi-même, c'est se comprendre d'abord en tant qu'être libre. OK? Et c'est ce qu'on va voir essentiellement aujourd'hui. OK? Les deux premières sections, on pourrait dire, de ce chapitre sont un peu là-dessus. OK? Mais on va examiner un petit peu les erreurs plus dans le détail. OK? La première erreur, c'est, comme on l'a dit, l'association de la véracité à la vérité objective et neutre. C'est-à-dire de dire, dans le fond, il n'y a de vérité que les vérités des sciences de la nature et tout le reste, hein, c'est de l'opinion gratuite, etc. Je ne dis pas que Descartes croyait cela, mais on peut dire que Descartes a amené cette idée-là de certitude vérifiable à l'aide d'une méthode, à l'idéal de scientificité, de neutralité, d'objectivité. Et on se souvient que Descartes faisait même de l'humain, jusqu'à un certain point, un objet, hein, parce que le corps humain, c'est un objet d'étude comme les autres. Donc, même nos sentiments, nos passions, ça obéit aux mêmes lois physiques hein, qu'une rivière ou qu'un arbre. Là. Bon, il n'y a pas de distinction essentielle entre le corps humain et le reste de la nature. Donc, d'une certaine façon, dans la compréhension de soi, Descartes essayait d'amener une dimension très neutre et objective. Ce qui n'est pas mauvais, hein, parce qu'il y a une dimension de soi qu'il faut qu'on comprenne de cette façon-là. Cependant, nous, comme êtres humains, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres existants. Nous sommes des êtres qui existons. Notre rapport à nous-mêmes n'est pas un rapport, le même rapport qu'on a à une bouteille ou à un objet ou à une voiture. On n'est pas des objets. Okay? Et notre corps, pour nous-mêmes, n'est pas un simple objet non plus. Okay? Ce qui a un gros impact sur la vérification de la vérité. Okay? Parce que, admettons que tu cherches une vérité objective, comme en science, pour vérifier ton hypothèse, ben, tu vas avoir une vérification objective à faire. Hein? Tu vas pouvoir vérifier ton hypothèse à l'aide d'une méthode scientifique ou d'une méthode, en tout cas, de démonstration, comme en mathématiques, qui ne dépendra absolument pas, d'aucune façon, de qui tu es. Donc, ça va être universel et pleinement universel. Maintenant, pour un être comme nous, les êtres humains, si on a des hypothèses à propos de qui nous sommes, ben la vérité et la vérification, elle ne se produira pas de la même façon. Là. Ça va impliquer notre engagement. Dans le livre, je donne des exemples. On n'est jamais absolument certain, par exemple, que la personne avec qui on veut s'engager dans une relation amoureuse, c'est la meilleure pour nous, ou c'est une bonne personne pour nous. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Ce n'est pas par un processus de vérification objectif ou à l'aide d'une méthode scientifique. Puis ce n'est pas non plus dans un processus, on pourrait dire,
de validation purement mathématique là, dans la pensée par une méthode de démonstration. C'est en s'engageant dans cette relation amoureuse-là qu'on va voir si on avait raison ou non. Et c'est la même chose pour la plupart de nos projets, quoi. Dans la vie, d'une certaine façon, il faut qu'on agisse. OK? Il faut qu'on agisse pour découvrir qui nous sommes. OK? Il faut qu'on l'essaye. OK? Donc, d'une certaine façon, pour savoir qui on est, la vérité à propos de soi, on ne peut pas savoir ça sans s'engager dans un projet qui nous implique. OK? Et la véracité, ben, ça va nous impliquer totalement dans ce projet-là. Deuxièmement, il y a beaucoup de choses à propos de nous-mêmes qui n'est pas décidé. Ça fait partie de la vérité aussi, de soi. C'est-à-dire qu'il y a une large part de la vérité à propos de nous-mêmes qui n'est pas l'objet de quelque chose qui serait préétabli par la nature. Et c'est ça, être libre. C'est nous qui décidons, en grande partie, qui nous sommes. Par exemple, est-ce que tu es une personne juste? Ben, tu n'es pas juste ou injuste. Est-ce que tu es une personne courageuse? Ben, c'est tout. C'est à toi de décider. Et comment tu vas décider, c'est par ton action. La personne généreuse, c'est celle qui fait des actes généreux. Et si elle fait des actes généreux, c'est elle qui décide de sa générosité. Donc, d'une certaine façon, il y a une large partie qui n'est pas objective dans qui nous sommes. Parce que c'est nous qui le décidons. Donc, ce n'est pas préétabli avant notre décision libre. OK? Autre élément, notre propre conscience qu'on a de nous-mêmes. Il ne faut pas penser qu'elle est indépendante de l'action ou du projet qu'on fait. Okay? La conscience qu'on a des choses, de nous-mêmes, etc., va beaucoup dépendre de notre vie. Par exemple, si vous faites beaucoup d'activités, je ne sais pas, sport culturel, beaucoup de lecture, la conscience que vous allez avoir de vous-même et du monde va être déterminée par le fait que vous avez fait beaucoup de lecture. Puis, si vous engagez dans une relation amoureuse, la conscience que vous allez avoir de vous va dépendre aussi de l'action que vous avez dans cette relation-là. Et ainsi de suite. Donc, la conscience qu'on a de nous-mêmes, elle va dépendre de notre action, de comment on vit, de comment on agit, de ce que l'on fait. Donc, encore là, on n'est pas dans l'objectivité pure. Donc, c'est ça. Finalement, et ça, c'est tout Nabert, Jean Nabert qui amène ces thèses-là qui sont très intéressantes. Heidegger va compléter Nabert en disant que, d'une certaine façon, quelqu'un qui ne verrait la vérité que de façon objective, qui réduirait la vérité à l'objectivité neutre, bien, ça serait déjà une façon de manquer de véracité. Pourquoi? Parce qu'il essaierait de comprendre la vérité pour l'homme de façon totalement désengagée de sa propre vie. Et ça, il appelle ça de la curiosité, de la simple curiosité. C'est-à-dire d'essayer de comprendre les choses, de savoir les choses, indépendamment de ce qu'elles signifient pour nous. On l'a vu, comprendre, hein, d'une certaine façon, c'est savoir ce que ça veut dire pour nous. Et c'est donner une orientation à notre vie par rapport à cette compréhension-là après. OK? Et donc, d'une certaine façon, la pure curiosité, là, apprendre par exemple plein de choses, là, connaître beaucoup de choses, mais sans vraiment les relier à notre propre existence, c'est déjà une façon d'oublier notre liberté. Et donc de ne pas être vrai, puisque être vrai, c'est être libre. OK? Heidegger va aussi faire une distinction très intéressante entre cette curiosité-là et ce qu'il va appeler la contemplation émerveillée ou la sérénité. Pourquoi je vous parle de ça tout de suite? Parce qu'on va beaucoup en parler plus tard dans le livre. Et il y a quelque chose de commun, c'est que dans les deux cas, dans la contemplation ou dans la sérénité, on est un peu dans une perspective de spectateur, mais pourtant, tout notre être est engagé dans l'action de contempler et dans l'action sereine. Donc, c'est comme si la curiosité était juste dans la tête, tandis que la sérénité et la contemplation émerveillée englobaient l'ensemble de l'être humain. OK? Et ça, on va voir ça un petit peu plus loin,
Mais si on veut conclure la réponse à la première erreur, c'est qu'il est clair qu'on ne peut pas avoir la même attitude sur la vérité à propos de l'existence humaine qu'on a par rapport à des vérités objectives. Pourquoi? Parce que le mode de vérification est totalement différent, que ça implique un engagement, qu'il y a beaucoup de décisions à prendre par rapport à qui nous sommes, puis que notre propre conscience est déterminée par les actions. Donc, d'une certaine façon, nous avons vraiment, dans la véracité, on accepte la liberté de l'être humain. Okay? Tandis que dans la vérité purement objective, la vérité est indépendante de la liberté humaine. Vous comprenez? Tandis que dans la véracité, la vérité n'est pas indépendante de la liberté humaine. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Deuxième erreur à propos de la véracité, la véracité peut être associée, être vrai, et ça c'est très populaire aujourd'hui, là, c'est l'erreur la plus fréquente, ça serait associé au relativisme radical. Ça, okay? C'est comme tout le monde est différent, puis il y a autant de façons d'être vrai que d'être humain. Bon, ça serait l'association de la vérité à une subjectivité, à la pure subjectivité. Donc, à la limite, à une pure création personnelle, individuelle, même à la préférence, hein, ma façon d'être, c'est la façon que je préfère. Puis là, c'est comme, ben moi j'aime ça, moi je crois que je suis comme ça, etc. Ça serait un peu comme du Nietzsche, mais sans la volonté de puissance. Parce que même chez Nietzsche, je veux dire, ton interprétation du monde ou ta façon d'être vrai, ben, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est l'œuvre de la volonté de puissance, etc. Mais il y a des gens qui vont associer, mettons, la véracité à la pure spontanéité, là. OK? Bon. Là, je veux faire une concession là-dessus. C'est sûr, c'est vrai. Tout le monde doit reconnaître la singularité des personnes. C'est-à-dire que tout le monde est différent. Puis votre façon d'être vrai, c'est pas la même que la mienne exactement. Non, ça c'est sûr. OK? Puis les contextes sont différents aussi. Je veux dire, quand tu nais je sais pas, moi, en Afghanistan, ou si tu nais au Moyen-Âge, tu sais, je veux dire, les destins sont différents, donc le sens qu'on va donner à nos vies, comment on peut être vrai, ça dépend beaucoup de notre contexte, puis ça dépend de notre individualité, ça dépend de notre culture, ça dépend de ce qui est possible dans notre culture. Ça, là, c'est des remarques préliminaires, ça. C'est comme une remarque un peu de base, là, tu sais, mais il n'y a pas de profondeur là-dedans, là. Hein? C'est comme si tu regardais des êtres humains et disais, ah, il y en a qui ont des barbes, il y en a qui n'ont pas de barbe. Fait que, on est tous totalement différents, les êtres humains. Ben, non, mais quand même, là, OK? Oui, on est différents, mais il y a quelque chose qui nous unit. Puis quand on fait de la philosophie, on essaie de trouver ce qui nous unit. OK? Il y a il y a des réponses assez simples à ça, là, OK? C'est que c'est pas parce que c'est un choix libre ou un choix d'une subjectivité que c'est un bon choix. Et là, on revient à Taylor, qu'on a déjà vu un peu aujourd'hui. Taylor nous dit, il faut distinguer quand même, et le deuxième aussi, c'est sur Taylor, c'est Taylor encore ici, là, soit dit en passant, Y-L-O-R, voilà. Taylor nous dit quelque chose de très important, c'est que, au fond, il nous dit, écoutez, c'est pas parce que tu choisis ta vie que ta vie est bonne, grosso modo. Okay? C'est pas parce que ton choix a été librement fait ou que ça vient de ta propre c'est ta décision que c'est une bonne décision. Okay? On peut prendre des décisions dans notre vie librement, quand on fait un crime, par exemple, qui sont de mauvaises décisions et qui ne nous mèneront pas au bonheur ou à l'authenticité ou à quoi que ce soit, là. Donc, il faut qu'on ait des critères qui vont nous permettre de juger les façons que les gens ont de vivre. Et il y aurait des façons plus vraies que d'autres, dans la mesure où il y aurait des façons qui manifesteraient mieux l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. OK? Être libre, c'est pas agir spontanément sans réfléchir, bref, OK? C'est apprendre à être libre, c'est apprendre à bien se gouverner, donc à faire des bons choix.
Puis là, ben, quand on veut faire des bons choix, ben, il faut qu'on réfléchisse à l'aide de critères, comme par exemple, c'est quoi un bon choix? OK? Le sens qu'on donne à notre vie par notre liberté, notre façon de dire, ben moi, je veux être vraiment moi-même, on va donner un sens à notre vie avec ça, ben c'est pas juste le fait que ça vienne de nous là, qui rend le choix bon. Et en ce sens-là, Jean Grondin, qui est un autre philosophe québécois que j'aime beaucoup, là, il a montré que le sens de la vie comme tel, le sens qu'on donne à nos vies librement, ben, il doit, il est relatif non pas uniquement à la vérité, mais à l'orientation qu'on donne à nos vies. Donc, il y aurait des bonnes orientations, puis des mauvaises orientations. Je veux dire, il y a des choix qu'on peut faire qui peuvent nous amener au malheur, puis d'autres au bonheur, si on résume. À la saveur, comment on se ressent. Si tu prends des choix, puis tu es toujours comme anxieux, malade, de mauvaise humeur, etc., ben écoute, ouais, mais je suis vraiment de même, moi. Ben oui, ben écoute, bon. Est-ce que ça a une signification, ta vie? Puis est-ce que ça manifeste une sagesse? OK? Donc là, d'une certaine façon, lorsqu'on va réfléchir sur la liberté, parce que être vrai, c'est être libre, on va réaliser que la liberté, là, elle implique nécessairement la réalisation dans notre vie de certaines valeurs. La liberté en étant une, parmi d'autres. OK? Et ces valeurs-là, elles sont universelles. OK? Par exemple, la liberté, c'en est une valeur. OK? C'est une valeur universelle. Mais il y en a d'autres. Par exemple, le respect, hein? La justice, la sagesse. Être libre, vraiment, c'est de comprendre qu'est-ce qui donne un sens à notre vie, puis de donner un sens, dans le fond, qui se tient à notre vie. OK? Et donc là, on sort de la subjectivité pure, parce que les valeurs qui encadrent une vie qui a du sens et une vie qui n'en a pas, ou qui permettent de discriminer, ben, c'est des valeurs qui sont quand même partagées par l'humanité. Voyez-vous? Donc, bon, c'est ça. Donc, ça, c'était la deuxième erreur qu'on fait souvent. Tout ça, ça nous amène à comprendre, mais c'est quoi vraiment être libre? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Parce que être vrai, depuis tout à l'heure, on le voit, on se chemine vers là, on se rend compte que être vrai pour un être humain, c'est être libre. OK? Et donc, la vérité d'une existence, c'est est-ce qu'elle parvient à être ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire être libre? Et dans les deux erreurs qu'on a vues, on ne parvient pas à réfléchir, à comprendre la liberté. Dans la première erreur, okay, ce qu'on dit essentiellement, c'est que, dans le fond, on détache l'existence de sa liberté pour comprendre la vérité. Hein? C'est comme la vérité est totalement objective. Okay? Donc, on ne pense pas la liberté du tout. Puis dans la deuxième aussi, on ne pense pas la liberté. Pourquoi? Parce qu'on croit que la liberté, c'est la pure spontanéité d'un sujet qui fait ce qu'il veut. Mais c'est pas ça, la liberté. Et donc, on va voir un peu c'est quoi la liberté. Okay? Et c'est avec ça, c'est la deuxième section du chapitre, c'est là-dessus. La vérité de l'existence, c'est sa liberté. Si on tend vers la véracité, on tend à être vraiment libre. OK? On pourrait dire que ce qu'il y a d'universel, pour commencer, parce qu'on a dit qu'il y avait quelque chose d'universel là, bon, dans l'humanité et qu'on n'était pas totalement différent, ben, la première chose, c'est que l'humanité est universellement libre comme capacité. Okay? Et on peut dire que l'essence, si on peut appeler ça une essence, ce qu'il y a de commun à l'humanité avant toute chose, c'est sa liberté. Et ça, ben, vous avez vu que Rousseau disait ça. Moi, j'affirme ça aussi. Et de façon générale, tout le mouvement existentialiste, comme Heidegger, qu'on va voir ici, Paul Ricoeur aussi, et, je veux dire, une grande majorité d'auteurs contemporains, je dirais, admettent cela presque comme un fait, c'est que l'être humain doit être considéré comme un être libre. Maintenant, quand on parle de la liberté, il y a deux sens qu'il faut absolument distinguer du mot liberté. Très important de les distinguer, sinon on ne comprend pas le sens de la liberté. Nous, dans le livre, on va beaucoup plus travailler sur le deuxième sens. Okay? Mais le premier sens, il est absolument essentiel aussi. Là, okay? Le premier sens, c'est la liberté comme essence ou comme capacité. Okay? On va le dire comme essence et capacité.
reconnu par principe. Okay? D'une certaine façon, okay, on doit reconnaître à l'humain sa liberté. Par principe. Indépendamment du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment libres. Okay? Pourquoi? Parce que c'est ça qui va fonder la dignité de l'être humain. Cette capacité-là qu'il a à s'autodéterminer, à ne pas obéir nécessairement aux lois de la nature, à être responsable en partie de son identité, à pouvoir être original, etc., bien, ça va fonder ce qu'on appelle en éthique la déontologie. Là. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Mais les droits de l'homme, c'est de la déontologie. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance de la dignité des personnes. Et ça vient d'un auteur du 18e siècle qu'on appelle Emmanuel Kant. La dignité des personnes, l'égalité des personnes, le respect des personnes vient de la reconnaissance de leur liberté. Okay? La justice, les droits de la personne, ça l'exige qu'on reconnaisse, par principe, une essence commune et libre à l'humanité. Là, évidemment, la liberté, ici, est une capacité, on pourrait dire, quasiment métaphysique de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, on lui reconnaît une liberté par principe pour établir des droits qui protègent cette liberté, parce qu'on considère que c'est un trésor extraordinaire. Okay? On a beaucoup de chance, soit dit en passant, d'être dans un État qui reconnaît les droits de la personne. Okay? Donc, tous les droits de la personne. Première des choses sur la véracité, c'est que la véracité exige la reconnaissance de la liberté. Parce que être vrai, c'est être libre. Ça l'exige de reconnaître la liberté. Mais ça l'exige de la reconnaître en l'autre aussi. Quelqu'un ne peut pas être vrai sans reconnaître la liberté en l'autre. Et donc, ça l'exige déjà un certain sens de la justice, là, la véracité. Là. OK? Quelqu'un qui dit, ben moi, je suis vrai, mais je torture le monde. Puis, écoutez, là, reconnaître la liberté comme capacité en soi et en l'autre, c'est un petit peu la base là, de la véracité, puis de la vie philosophique. On veut vivre dans un monde où on reconnaît la vérité, la liberté en soi pour la réaliser, et en l'autre, parce que l'autre, c'est ça qui fonde le respect qu'on a à son égard. Donc, toute personne, indépendamment là, je dirais quasiment de sa tribu, mais je veux dire de la couleur de sa peau, de son origine, de quoi que ce soit, là, de son sexe, mettez n'importe quoi que vous voulez, elle a cette capacité-là d'être libre, et c'est ça qui nous réunit. Okay? Et comprendre le sens de la vie pour l'être humain, c'est comprendre comment, entre autres, on va faire pour vivre dans des sociétés où cette liberté est véritablement reconnue. Okay? Mais il y a une deuxième science à la liberté, évidemment, qui est peut-être un petit peu moins claire, mais la vérité, la liberté, c'est pas juste une capacité abstraite, parce que, dans le fond, en son premier sens, c'est très abstrait. Objectivement, selon les lois en vigueur au Canada, vous êtes tous libres. Dans les faits, je suis certain que vous n'êtes pas tous libres. Et la vérité, c'est que ça devient quelque chose comme un idéal, c'est-à-dire un idéal à réaliser. Être vraiment libre, c'est un projet. On est libre, reconnu comme libre par la loi, mais après ça, il faut l'être libre. On a hérité de cette capacité-là, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment être vraiment libre? Je vous dirais que le livre que vous allez lire dans ce cours, il est beaucoup sur cette question-là. Comment être vraiment libre? Okay? C'est un projet qui s'étend pour toute notre vie parce qu'on peut perdre notre liberté pour toutes sortes de raisons. On va tout de suite voir certaines choses là, qui doivent être prises en considération. Mais on peut tout de suite dire que être libre, c'est apprendre à prendre des décisions, donc à se gouverner soi-même, à être autonome, se donner soi-même sa ligne d'action, sa ligne de conduite, prendre des initiatives, décider de faire certaines choses et le faire. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, là. Interpréter le monde et être fidèle. Donc, c'est pour ça que c'est un peu ça, là, hein? La véracité, ben, c'est être libre, vraiment, parce que nous sommes des êtres libres. Donc, c'est être en accord avec ce que nous sommes, des êtres libres. OK? C'est pour ça, il faut apprendre à se gouverner soi-même. Pourquoi on va prendre cette analogie-là du gouvernement? On va le voir à la prochaine diapositive. OK? Et donc, être libre, ça va supposer d'apprendre à être soi-même, puis à vivre en accord avec notre conscience réflexive, c'est-à-dire, comment je peux être vraiment moi-même, moi? Il faut que je prenne certaines décisions. Pour être moi-même, il faut que j'agisse d'une certaine façon. Pour être moi-même, il faut que je réalise certaines capacités pour être moi-même.
OK? C'est pas juste là à rien faire qu'on est vraiment libre, là. Hein? Il est possible pour l'être humain de ne pas être libre. Hein? Et c'est ça manquer de véracité. C'est de ne pas être libre. Donc d'être pris par un paquet de déterminismes qui font en sorte que, dans le fond, notre pouvoir de décision, il n'est pas mis en action. OK? Dans ce deuxième sens-là, être libre, ben ça va, comme je l'ai dit, supposer un apprentissage. On apprend à être libre. Oui, c'est une tâche. Quand on dit, oui, vous avez reçu la liberté comme un don de la nature, un peu comme chez Rousseau, oui, peut-être, mais c'est quand même plus une tâche, d'après moi, qu'un don de la nature. Le don de la nature, c'est juste la capacité. Là. Après ça, il faut le mettre en acte. Il faut la mettre en acte, cette capacité-là. Donc, ça va supposer d'être capable de prendre des initiatives, de prendre des décisions réfléchies. Donc, on va tout avoir une section sur comment prendre des décisions réfléchies. Okay? De prendre conscience des déterminismes historiques. Mettons, tu as eu telle relation avec tes parents ou tu es né dans tel contexte où on t'a amené à croire certaines choses, mais c'est pas vraiment nécessairement tes croyances. Des déterminismes socio-historiques. Tu es dans telle classe sociale, fait que ça t'amène à voir les choses. On est proche des déterminismes psychiques. On est proche de Nietzsche, là. Sortir de notre perspective. Okay? Dépasser notre perspective. Être libre, oui, on part de notre perspective du monde, mais il faut apprendre à comprendre que cette perspective-là nous détermine. Puis être libre, ben, c'est de ne pas nécessairement obéir à notre perspective, mais de la dépasser en faisant une action qui nous ressemble vraiment. Tu n'es pas obligé d'obéir à tes parents, tu n'es pas obligé de penser comme tes parents, tu es dans une classe sociale, mais tu n'es pas obligé d'y rester, puis tu n'es pas obligé de penser comme les gens de ta classe sociale, etc. Tu as eu des traumatismes dans ton passé, mais est-ce que tu es obligé de toujours les subir, puis de toujours être un peu déterminé par ça? Tu as une dimension génétique en toi qui te porte peut-être à plus certaines actions que d'autres, mais est-ce que tu es obligé d'obéir à ça? Non! Et c'est ça la liberté, à un moment donné, c'est d'apprendre ça. Okay? Donc, ça va prendre un acte de l'intelligence, se gouverner soi-même, oui, mais avec l'intelligence, de dire, bon, je me comprends moi-même, je fais un acte de réflexion de me comprendre moi-même, toutes les dimensions de moi-même, puis je fais des actions qui sont conséquentes avec ce que je veux vraiment. OK? Et là, quand on fait ça, ben, on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, il y a plein de tendances diverses, là, plein de tendances différentes. Okay, là, on n'est pas juste des êtres intelligents, là, on a des désirs, nos désirs ils peuvent aller l'un contre l'autre, on a des tendances, on est tous un peu paresseux, mettons, on veut tous être, je sais pas, la plupart des gens en tout cas aimeraient mieux être riches que pauvres, on aimerait ça être aimé, on veut avoir du plaisir, mais on a aussi des tendances peut-être plus spirituelles, on veut se sentir bien, heureux, on veut sentir qu'on a quelque chose, qu'on comprend le monde, etc. Donc, il y a beaucoup de tendances à l'intérieur de nous qui sont en lutte, en opposition. Pour être vraiment libre, il faut en prendre conscience. Puis des fois, au cégep, on n'en a pas conscience encore. Moi, j'ai eu un professeur qui est devenu mon ami là, avec le temps, là, un professeur de philo. Oui, à l'époque, c'était possible d'être ami avec nos professeurs. Mais, un moment donné, quand j'étais allé manger chez eux, puis il me disait, toi, là, tu as vraiment beaucoup de contradictions à l'intérieur de toi, puis tu n'en es pas conscient. Hey, je suis parti de là, je n'étais pas content. Oh, je suis prêt à lui me dire ça. J'étais juste, je me connaissais pas bien moi-même. Là. C'est sûr qu'on a des contradictions à l'intérieur de nous. Okay? On a des tendances qui s'opposent. Mais il faut les identifier. Hein? C'est ça l'affaire. Il faut absolument les identifier. Donc, ensuite, la liberté, ça suppose un souci de soi, un souci d'être vrai, un souci d'être libre. Et nécessairement, là, on va être confronté à divers penchants. Puis Heidegger, déjà, il avait remarqué qu'aussitôt qu'un penchant devenait trop important, il prenait toute la place. Par exemple, c'est un penchant, je ne sais pas moi, au divertissement, il peut prendre beaucoup de place dans ta vie puis t'empêcher de vraiment faire tes décisions réfléchies. Et donc, le souci, la liberté doit dominer l'ensemble des penchants. Au fond, il reprend un peu l'idée de Platon.
Platon qui avait déjà vu que pour être libre, ben, il fallait que la raison, Platon disait que c'était la raison, que la raison domine le désir. Que ça soit la raison qui détermine quel désir devait être satisfait, quel autre devait ne pas être satisfait, etc. Puis c'était la raison qui devait mettre de l'harmonie dans l'ensemble de l'âme. Donc, c'est ça la prise de décision réfléchie. De ne pas laisser, par exemple, le désir le plus fort décider. Okay? Donc, ça, c'est un élément très important. Ricard, il va venir compléter ça en disant que la liberté, dans ce sens-là, puis Ricard, puis Alain, aussi le philosophe Alain, ça implique même une sorte de domination du corps. Parce qu'à un moment donné, ta volonté, elle doit ordonner à ton corps. Puis si ton corps, il ne reçoit pas d'ordre, c'est lui qui va te donner des ordres. Donc, ça prend, pour être libre, l'établissement d'un certain rapport hiérarchique entre la volonté, le désir, le corps. OK? Lève-toi, carcasse. Le matin, tu es fatigué. Lève-toi, carcasse. Hein? J'ai décidé tel projet. Donc, c'est pas parce que j'ai le goût de rester couché que je vais rester couché. Hein? Ou c'est pas parce que j'ai le goût de boire une 4e bière que je vais en prendre une. Je vais prendre une décision réfléchie qui va m'amener où est-ce que j'ai décidé d'aller. OK? Et donc, si le corps se met à être celui qui donne tous les ordres, ben, on ne sera pas vraiment libre. Et là, on s'oppose un peu à Nietzsche, n'est-ce pas? OK? Donc, si on y va avec le dernier point, qui finit le cours d'aujourd'hui, la liberté est vraiment liée à un processus de décision, d'un pouvoir en soi, et ce pouvoir-là, il doit, au fond, être mis au service de quelque chose. Moi, je vais, à la suite de Platon, à la suite de Ricard, entre autres, dire que ce pouvoir de décision-là et de bien d'autres doit être mis au service de la recherche du bonheur, hein, qui va résider, selon moi, dans ce qu'on appelle la justice de l'âme. Et ça va être au 4e chapitre qu'on va voir toute cette question-là de la justice de l'âme. Mais l'ensemble, on pourrait dire, du livre va être un peu un apprentissage de cette liberté-là et de ce qu'elle implique. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce cours. N'oubliez pas de prendre en note les diapositives PowerPoint qui ne vous seront pas envoyées. Et à la semaine prochaine.